Ce jour-là, ils se sont fait soudainement arrêter. À partir de ça, tout le monde se sont convenus de venir quand même manifester le 25 septembre, montrer qu'ils ne se laisseront pas intimider et qu'il y avait une colère qui bouillonnait déjà en eux, qu'ils voulaient vraiment exprimer. On se retrouve sur le front pour On ne veut plus avec Camarade Issou, militant de VEICAF, une organisation communiste malgache. Sou, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Bah très bien, très bien, on est ravis de t'avoir aujourd'hui, et puis d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois à Madagascar. À ce propos, est-ce que tu peux nous dire quel a été le contexte à Madagascar qui a produit les soulèvements qu'on a vus à partir de fin septembre, début octobre? Bah, je dirais que il y a eu plusieurs choses qui se sont produites. Genre, il y a eu d'abord l'affaire des avions qui ont été envoyés à l'Iran là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit scandale. Puis il y a eu un empoisonnement collectif, un malade qui a aussi fait polémique. Et entre-temps, il y avait la coupure d'électricité qui était complètement incessante. Il y avait des moments où tu avais des journées où il n'y avait pas du tout d'électricité. Et c'est même ça, après tous les scandales au niveau du palais, qui a incité les gens à bouger un peu et à se dire que ces choses qui se passent là, ça peut plus se faire et qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et l'élément déclencheur, vraiment, c'était en septembre où il y avait trois conseillers municipaux de la capitale qui ont traîné avec une corde des bidons et pour manifester leur mécontentement devant le Sénat, pour faire signifier que il y a plus d'eau, il y a plus d'électricité. Le Sénat qui hébergeait une sénatrice critique du délestage et de la coupure d'eau et qui était du coup à ce moment-là une personne au pouvoir parce qu'elle est devenue sénatrice. Ils ont du coup fixé la date du 25 septembre pour la grosse manif et le lendemain, ils ont essayé de déposer les documents nécessaires à la préfecture pour notamment légaliser la manif et tout. Mais ce jour-là, ils se sont fait soudainement arrêter. À partir de ça, tout le monde se sont convenus de venir quand même manifester le 25 septembre, montrer qu'ils ne se laisseront pas intimider et qu'il y avait une colère qui bouillonnait déjà en eux, qu'ils voulaient vraiment exprimer. C'est comme ça qu'a commencé les événements qui ont mené à la chute du président régime. Très bien. Sur la question des coupures d'eau et d'électricité que tu manifestais, c'est quelque chose qui était commun à toutes les villes, mais aussi en campagne, où il y avait des situations différentes? Je vais pas répondre en mode objectif. Je connais tout ce qui se passe dans tout le pays, mais j'ai quand même remarqué au mois d'août que quand j'étais en vacances ailleurs, dans d'autres grandes villes, il n'y avait pas de coupure d'électricité chez eux. Et je pense que ça dépend aussi de la demande en électricité des villes parce que il y a, je pense, des villages qui n'ont pas forcément accès à l'électricité, mais il y a des villes comme Tananarive qui a un besoin énorme en énergie et c'est l'une des raisons pour laquelle ça bloque et ça a eu un effet autant mobilisateur ici, je suppose. Et du coup, l'appel à cette manifestation le 25 septembre, ça concernait principalement la capitale ou c'était un appel qui a concerné d'autres grandes villes de Madagascar? Très franchement, j'ai vu, c'était les conseillers municipaux de la capitale, les jeunes de la capitale et les autres organisations militantes, que ce soit des petits partis, que ce soit des grands partis, des organisations de la société civile. Je pense que c'était plus un appel à la manif au niveau de la capitale qu'ailleurs au niveau du pays. Juste après ça, il y a eu les autres grandes villes aussi qui ont bougé, qui sont manifestées, qui ont protesté. Mais après, je ne sais pas si c'est plus par rapport à la tyrannie et à l'oppression qu'exerçait le régime précédent contre la population ou si c'était encore la question de l'électricité, parce que vu que ça concernait quand même que certaines grandes villes et pas toutes les villes. Et l'appel du 25 septembre, il vient d'une seule organisation, de plusieurs? Tu as parlé de partis, d'organisations syndicales ou d'organisations civiles. Qui est derrière la date du 25 septembre? À ma connaissance, la date du
25 septembre, ça a été lancé principalement par les conseillers municipaux. C'était eux qui ont fixé cette date. Et puisqu'ils se sont fait emprisonner, réprimer, toutes les organisations qui avaient une base au niveau de la capitale, ils se sont réappropriés cette date. On a beaucoup parlé pour le mouvement de Madagascar, mais aussi pour le mouvement au Népal ou au Maroc de la Gen Z. Est-ce que tu peux nous dire, toi, à l'échelle de Madagascar et puis de la capitale, qui compose ces Gen Z et puis quelle place elle a pris dans le mouvement, comment la date du 25 septembre elle a pu circuler pour finalement mobiliser ces personnes-là? Je dirais que la Gen Z est composée majoritairement de jeunes de la génération Z. Mais il y a un petit mais. Ces jeunes de la génération Gen Z sont actuellement en fait membres d'organisations militantes déjà. Il y en a qui sont dans la société civile, il y a des jeunes des partis politiques. Mais ces jeunes des partis politiques particulièrement ne se sont pas trop affichés parce que le mouvement avait cette vision qui voulait exclure les partis de la lutte. Parce que les partis malgaches, on a cette petite tradition de mépris des partis politiques parce que ce sont des beaux parleurs avant les élections, mais après, ils ne font jamais vraiment rien pour leur propre base. Et à part ces jeunes de la société civile et des partis, il y a eu aussi des jeunes travailleurs, notamment qui n'ont peut-être jamais fait de lutte de leur vie, mais qui se sont dit que c'était le moment ou jamais. Il y a aussi les associations étudiantes. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un GZ-Tata, ce qui veut dire quand même qu'il y a les paysans qui se sont aussi constitués en une organisation de Gen Z pour manifester aussi et pour lutter. La principale force du mouvement, de ce que j'ai vu, c'était plus les jeunes étudiants de la capitale et aussi ceux de l'université de Polytechnique de Wundforum qui avaient des conditions terribles au sein de leurs universités avec des infras qui sont en mauvais état, additionnées avec les coupures d'eau et d'électricité. Et à part ça, je dirais qu'il y a eu aussi nous, mais nous sommes une force crypto, genre, ouais, il y a, je sais pas, 4 5 communistes qui vont à la manif et c'est peut-être ça un peu notre part dans le truc. Nous n'avions pas forcément de poids majeur, mais nous avons participé du mieux qu'on peut et avec nos éléments et nos ressources dans l'organisation de tout ce mouvement de masse. Justement, ton organisation c'est VEICAF, c'est une organisation communiste malgache. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment elle s'est créée? Quels sont un peu vos modes de militance localement et quelle place vous avez pu essayer de tenir pendant le mouvement? Est-ce que vous avez pu participer, je sais pas, à des rassemblements, à des débats, à des discussions pour essayer d'amener une lecture un peu plus marxiste de la situation? Je vais être honnête, FECAF, déjà, c'est une organisation un peu informelle. On ne s'est pas encore vraiment formalisé. C'est juste une bande de communistes qui discutent beaucoup en ligne. Notre approche, c'est plutôt dans la publication de notre revue Rafafan. On n'est pas encore vraiment sur le terrain. On essaie encore de se former sur le marxisme, sur le léninisme et tout ça. Et on essaie aussi d'ailleurs de se rapprocher des organisations communistes dans le monde pour apprendre un peu de faire des partages d'expériences et tout ça. Et pendant la manif, on n'était pas trop au devant de la scène, on était plus en background, on a plus soutenu logistiquement en achetant des masques, en achetant des séries pour les yeux. Il y a aussi un camarade d'ailleurs qui n'a pas hésité à proposer son logement comme QG de la lutte. Est-ce que ça vous a permis, ce mouvement-là, de recruter ou d'étendre un peu votre réseau à l'échelle de la capitale? Je peux dire que ça nous a quand même permis d'étendre notre réseau, car grâce à cette lutte, on a notamment pu rencontrer des camarades de la diaspora malgache en France qui eux, ont aussi lancé en France et peut-être aussi en Afrique, qui, eux, ont lancé leur propre collectif. Ça nous a permis, en fait, de rencontrer d'autres camarades marxistes qui étaient aussi à l'intérieur du mouvement et qui conseillaient les autres organisateurs. Du coup, ça a étendu notre réseau. Maintenant, il n'y a plus que nous. Il y a au moins 3 collectifs
dont on a connaissance qui suivent aussi le même chemin que nous et on a même commencé la collaboration récemment. Ça a commencé avec un petit groupe qui réunit les représentants de chaque collectif, notamment. Le mouvement qui démarre en septembre permet le 14 octobre la démission du président, et notamment parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'armée va jouer un rôle important, notamment une branche de l'armée qu'on appelle CAPSAT, qui est un peu une branche d'élite de l'armée. Alors CAPSAT, ça signifie corps d'armée des personnels, des services administratifs et techniques. Est-ce que l'armée a une composante populaire sur laquelle on peut s'appuyer à Madagascar? Quel rôle elle a? Parce que c'est vrai que de notre point de vue en France, l'armée est plutôt une force conservatrice qui prend pas de place lors des mouvements sociaux et qu'on mobilise davantage pour défendre les intérêts de la France, mais sur le plan en tout cas impérialiste, mais on n'a pas du tout un rapport à l'armée qui est identique parce qu'on la voit jamais lors des mouvements sociaux. Quelle force elle représente à l'échelle de Madagascar, c'est l'armée, et notamment cette branche-là qui a permis la démission du président? Ce sont des alliés populaires dans le sens où pendant toutes les longues journées de manif entre le 13 et le 25, et on se faisait complètement tabasser tout le temps par les autres forces de l'ordre. Ils arrivent, ils viennent avec leurs voitures blindées pour chasser les gendarmes qui bloquaient le passage, notamment vers le 13 mai, la place que les manifestants revendiquaient. À ce point-là du mouvement et de la lutte, c'est bien sûr que l'armée a eu un caractère populaire, genre ils soutiennent les manifestants et ils les ont aidés à prendre la place qu'ils ont revendiquée, la place notamment du 13 mai. Mais après, par rapport à l'exercice du pouvoir, moi, en tant que communiste, quand j'entends quelqu'un dire il a fait ce qu'il a fait pour restaurer l'ordre, c'est quand même déjà très, comment on dit ça, indicatif de la place que même il s'assigne dans tout le processus. Et d'ailleurs, ce qui est un peu un moment choc, et je sais pas si c'est partagé au milieu du mouvement ou pas, mais moi personnellement, je trouve quand même inconsidéré qu'il nomme directement un PM et Un Premier ministre? un Premier ministre et tout un gouvernement par la suite et qu'ils créent eux-mêmes un programme qu'ils approuvent eux-mêmes juste après, sans forcément la consultation de toutes les forces vives. Peut-être qu'ils ont consulté certaines forces, mais malheureusement, ces forces, c'était pas la partie du mouvement où on était. Du coup, c'est quand même un peu frustrant car on a l'impression il a confisqué le pouvoir qu'il a eu par la rue. C'est quand même quelque chose d'un peu critiquable et on ne sait pas vraiment où les situer du coup par rapport à ça. On peut plus trop dire que c'est un détachement pro-peuple dans cette circonstance-là, mais on a l'impression que c'est les mêmes pratiques que les autres dirigeants qui sont partis, qui ne nous considèrent, nous, le peuple, et nous, les manifestants, et nous qui sommes descendus dans la rue, que des acteurs accessoires qu'on consulte de temps en temps pour faire approuver ce qu'on a déjà décidé en coulisses, quelque chose du genre. Et c'est comme ma perspective. Mais après, il y a peut-être des camarades qui seront d'avis que c'est un régime. Ce sont des alliés et des serviteurs du peuple, comme le dirait Mao dans son bouquin. Mais ça dépend des gens. Est-ce que la situation au niveau déjà pratique, accès à l'électricité, accès à l'eau, elle s'est améliorée depuis le départ de l'ex-président? Et est-ce que il y a toujours des manifestations à Madagascar? Bah, je dirais qu'après la prise de pouvoir, il y a eu des manifestations, il y a eu les enseignants qui n'étaient pas trop contents de leurs conditions matérielles inchangées, leurs revendications qui n'ont pas été répondues, mais ils ont réussi à signer une entente. Je ne sais pas si c'était une feuille de route ou quelque chose du genre, mais ils ont réussi à signer une entente. Malheureusement, je ne connais pas le contenu, mais ça a apaisé leur manif. Et puis, il y a eu
je sais pas si c'était les médecins ou les internes qui aussi se sont manifestés. Ça a été très récurrent parce que il y a aussi les travailleurs de la Chirama, l'entreprise qui produit et distribue l'eau et l'électricité dans le pays. Mais ça s'est aussi réglé, je dirais, parce que ça, personne n'en parle plus trop. Du côté de l'électricité, de l'eau, comme vous voyez là, il y a encore des coupures. Ça n'a pas trop changé la situation dans ce sens-là. Mais côté amélioration, il y a eu un samedi, je ne sais pas si c'était le samedi précédent ou le samedi d'avant, où ça a été coupé toute la journée. L'électricité, on pouvait rien faire parce que tellement il y avait pas d'électricité du coup. Il y a eu un petit monde qui s'est manifesté, mais récemment aussi d'ailleurs à Batmar, il y a eu une manif par rapport à la coupure d'électricité. Mais je pense que c'est plus si populaire que au moment des manifs entre le 25 et le 13, parce que c'est plus des manifs de quartier, genre il y a les quartiers ou les endroits où il y a les coupures, il y a que là que les gens se manifestent leur mécontentement, mais il n'y a plus de mobilisation générale, je dirais. Comment tu expliques justement que la mobilisation générale, elle se soit apaisée après? Est-ce que le simple départ du président a suffi, ou est-ce que les promesses de l'armée, que je rappelle, hein, ils ont promis normalement d'organiser des élections générales dans un délai de 18 à 24 mois et de refaire une élection présidentielle à court terme. Est-ce que tu penses que la démission du président et ces promesses-là ont suffi à calmer les colères populaires? Je sais pas trop, je peux pas trop dire que c'est en lien ou pas. Je pense que ce qui manque là, c'est vraiment, on assiste là à une certaine fatigue aussi de la jeunesse qui n'a pas cessé de bouger entre 25 et le 13. Quand tu lances ça dans le Discord général du groupe, est-ce que vous voulez encore descendre dans la rue pour manifester votre mécontentement? Il y a plein de râleurs qui disent non, on a déjà beaucoup fait. Il faut laisser maintenant les dirigeants actuels travailler. Il faut les laisser faire. C'est plutôt ça le discours à un moment donné. Ça, c'est un peu arrêté même ce genre de discours. Et du coup, je crois que la démission du président n'a pas suffi. Les gens attendent toujours leurs revendications. Mais ce qui est très dangereux dans notre situation actuelle, c'est qu'il n'y a plus cette mobilisation générale. C'est devenu un peu corpo comme truc. Du coup, c'est chacun pour soi, c'est chacun qui défend ses revendications et tout, parce qu'on estime que je pense que le fait qu'il y ait une équipe dirigeante et que c'est plus le visage de l'équipe sortante qui est en place et qui est en pouvoir a donné un sentiment de pouvoir au mouvement qu'il se sentit qu'il est peut-être temps de juste faire avancer nos revendications et ne plus se sentir unis contre quelqu'un, contre l'ancien président. On a l'impression en fait de ce que tu nous dis, il y a des points communs qu'on peut faire avec des mouvements populaires qu'on voit émerger ailleurs, hein, parce qu'on vit une crise mondiale hein, du capitalisme qui a des manifestations bien différentes. Mais tout à l'heure, quand tu évoquais le fait que le mouvement se revendiquait apolitique, que les partis ou les organisations politisées se mettaient un peu en retrait, bah ça fait un peu écho à ce qu'on a pu connaître en France au mouvement des Gilets jaunes, ou même plus récemment, nous on a eu un mouvement populaire qui est né le 10 septembre et puis qui se revendiquait aussi d'être apolitique pour ne pas être récupéré par des organisations ou des partis qui ont tellement trahi qu'on a perdu toute confiance en elles. Et en même temps, il y a quelque chose de commun, c'est qu'effectivement, quand la mobilisation populaire s'essouffle, se fatigue et qu'elle diminue, et on perd ce sentiment d'unité et en fait on manque d'une organisation de masse qui soit capable de mobiliser les masses indépendamment uniquement, comme tu le disais, des intérêts corporatistes, c'est-à-dire les enseignants négocient de leur côté des améliorations, les médecins des leurs, et en fait on est dépossédé
des mouvements populaires que l'on conduit et que vous avez conduit en plus à Madagascar au prix de votre vie, parce que je crois qu'il y a eu 22 morts, c'est quand même pas rien. Effectivement, on se retrouve dans une situation un peu comme ça, d'attente et de frustration, parce que si ça ne débouche pas sur une amélioration concrète, au final ce mouvement-là il bute encore sur la possibilité de transformer les rapports sociaux, les rapports de force au sein de la société malgache. Et quelle perspective tu vois pouvoir se dessiner pour Madagascar dans les semaines et les mois à venir? Dans les semaines et les mois à venir, je pense que il y aura pas grand-chose de changé. Je sais pas jusqu'à quand ce processus de démobilisation va se faire. Est-ce que ces petites organisations, ces petites corpos, ils vont tenir jusqu'à quand? Ça aussi, ce sont des questions. Mais je pense que sur le long terme, si rien n'est fait pour changer des choses, si ces organisations-là n'essaient pas un peu de se rassembler, de créer, comme tu dis, une organisation de masse, un parti communiste, si possible même, ça va juste s'éteindre. Il y a rien qui va changer. Je pense que il faudra attendre, je sais pas, 10 dizaines d'années ou quinzaine d'années pour réavoir l'énergie spontanée, l'énergie de la spontanéité des masses là, une seconde fois. On essaie quand même du côté de l'organisation. Là, je parle en tant que à la fois un militant communiste et un militant de la Gen Z, de créer des petits comités populaires locaux on espère, seront notre forme de structuration du mouvement pour que la conscience et les expériences militantes ne se perdent juste pas et qu'il y aura quand même une force organisationnelle, quelque chose qui reste quand tout va partir ou que la démobilisation sera totale. Mais de ce que je vois et des tendances qu'il y a, je sens que il y aura la concertation nationale, ils vont asseoir leur pouvoir. Le côté populaire, c'est mort et c'est fini sans changement. Sans changement de tactique et de stratégie. À ce titre, est-ce qu'il y a des partis plus radicaux à Madagascar qui mènent une critique différente de l'organisation politique, où les principaux partis sont main dans la main avec l'élite dominante et reproduisent systématiquement, peu importe les changements de gouvernement ou de président, la même politique? Ah, tu as raison de poser cette question. Des partis, s'ils sont main dans la main avec le pouvoir et tout là, parce que juste au moment où les militaires ont investi le pouvoir, du coup, une bonne partie des partis politiques se sont rués pour déposer leur dossier de candidature au ministère, au cabinet, tout ce qui est. Il y a aussi les groupes privés qui ont fait de même. Je parle bien sûr des bourgeois et des capitalistes là. Du coup, après que les partis politiques et les autres organisations, certaines organisations se sont ruées au palais pour déposer leur candidature quelque part. Il y a eu surtout après la nomination du Premier ministre, à un moment donné, le syndicat est allé à l'Assemblée nationale pour demander des explications sur pourquoi en fait ils ont placé un Premier ministre qui ne les convenait pas. Nous savons notamment entre nous pourquoi, parce que c'était ouvrier versus classe dominante et ils ont demandé des explications, mais il n'y a pas eu de suite. Le syndicat du coup a essayé de négocier les prochaines étapes qui étaient la nomination des ministres et les questions sur les programmes, etc., etc. Vu qu'ils ont été déjà exclus de la discussion sur qui serait le nouveau Premier ministre, après que le nouveau pouvoir porté par la rue a investi le pouvoir. Et du coup, là, il n'y a pas du tout d'échéance annoncée au niveau électoral ou constitutionnel? Oui, il y a une échéance annoncée. Ils ont déjà un peu planifié tout. D'ailleurs, c'est dans le programme du gouvernement de la refondation. Il y a déjà, ils feront la concertation quand ils feront les élections, et tout et tout. Ça, c'est déjà prévu. Il va y avoir des concertations nationales, elles vont prendre quelle forme?
Déjà, ils ont choisi comme médiateur la FFKM, une organisation qui regroupe en fait toutes les religions chrétiennes à Madagascar. Une bonne partie d'eux, en tout cas les grandes églises chrétiennes de Madagascar. Et ce seront eux qui vont être les médiateurs de cette concertation parce que le pouvoir estime que c'est l'institution qui est le plus enracinée dans tout le pays au plus petit niveau. Et par concertation nationale, j'ai juste entendu aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment, que ça va se faire au niveau des Fukutan, un échelon au-dessous de la commune. C'est la subdivision territoriale la plus locale qui existe dans le pays. Ils vont essayer de consulter tout le monde de la base, du coup, pour légitimer ce qui va sortir de la concertation. Mais cette concertation, elle a aucune force contraignante au niveau du pouvoir pour appliquer ensuite ce qui va pouvoir remonter. C'est-à-dire que c'est une concertation à sens unique, on écoute sans savoir si ce que les gens vont faire remonter sera appliqué ou pas. Ça, je ne sais pas s'il y a une force contraignante. D'ailleurs, le sujet a justement été discuté hier entre camarades, mais je ne pense pas maintenant qu'il y a une force de contrainte du côté de la concertation parce que on fait confiance au je suis pas tiré là au régime du coup pour appliquer ce que le peuple exige de lui ou demande de lui. Ok, peut-être pour conclure notre entretien, s'ouvrir un peu à l'échelle internationale. Les soulèvements qu'il y a eu à Madagascar et qui ont poussé à la démission du président ont été condamnés notamment par les pays voisins en Afrique et par l'Union africaine. On a vu que la France a joué un rôle très important parce que le président, contre la propre constitution malgache, avait la double nationalité et la nationalité française, qui normalement est interdit constitutionnellement chez vous, et que quand il a fui vers la France. Est-ce que Madagascar peut s'appuyer sur des pays amis ou des organisations dans d'autres pays qui peuvent l'aider pour faire entendre sa voix et faire entendre les revendications populaires qui ont pu émerger depuis la Gen Z? Il y a eu l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a proposé son soutien. Il y a la France aussi, avec votre président d'ailleurs, qui a dit qu'il va accompagner tout ça, toute la transition jusqu'à l'élection. Du coup, on a déjà un pays ami, un ami de longue date. qui, qui s'engage déjà à nous aider dans le processus. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres pays. Il y a notamment l'apparition du président sur la chaîne russe. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour la concertation ou pas? Je ne sais pas trop. Ce que je peux confirmer, par contre, et qui pourrait peut-être être contredit aussi, je ne sais pas, c'est que la France, elle soutient déjà cette transition, du moins tous les processus qui vont avec. Alors est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un soutien ou c'est pas une forme déguisée d'impérialisme, parce que effectivement Madagascar compte beaucoup pour son développement sur l'aide internationale qui lui est donnée, mais qui est en fait une aide conditionnée à l'exploitation des ressources, parce que c'est pas une île si pauvre que ça, Madagascar. C'est une île qui a des ressources importantes en cobalt, en nickel, et qui sont des ressources stratégiques économiquement. Et on a un peu le sentiment peut-être que cette aide elle est très orientée à certains secteurs et au maintien finalement d'une organisation politique et économique qui fait la part belle aux entreprises privées étrangères et au marché européen. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est une forme d'impérialisme ou non. Tu as parlé aussi de l'attractivité du pays. Ben, il y a notamment un représentant de votre pays. Non, il ne représentait pas votre pays, mais un ressortissant de votre pays qui nous a raconté qu'en fait, c'était pas si attrayant Madagascar. Nous, on vous aide malgré tout, alors qu'il y a rien pour nous dedans. Nanani, nanana. Je ne sais pas si vous avez en tête
de qui je parle ou pas, mais c'est une personne quand même importante pour vous, pour votre pays qui est ici en ce J'ai moment pas le et nom. qui nous a sorti ça. Je pense que ce soit la France ou pas la France, que ce soit l'Europe même ou l'Est, on n'a pas trop le choix non plus parce que on n'a pas vraiment, notre classe dirigeante ne peut s'appuyer que sur l'impérialisme international pour pouvoir fonctionner même pour leur propre fonctionnement, même si c'était un pouvoir populaire, si c'était un pouvoir orienté vraiment vers le peuple qui serait prêt à faire des concessions et des sacrifices sur leur fonctionnement et tout. Ça ne se passerait pas comme ça, mais ils ont besoin d'être soutenus par l'impérialisme international pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir tourner, pour pouvoir continuer à se reproduire en tant que classe dirigeante. Et c'est peut-être un peu aussi pour ça qu'ils ont besoin de tous les aides possibles pour pouvoir réaliser la concertation et la refondation qu'ils souhaitent faire. C'est ma take communiste du moment. On souhaite à la Gen Z et puis à l'organisation VELCAF de pouvoir se développer, de pouvoir essayer de progresser dans les consciences et de permettre à Madagascar de trouver un chemin qui soit un chemin communiste comme nous on essaye en France de le tracer parce que nos luttes s'imbriquent et c'est dans une perspective internationaliste par-delà les nations en tout cas que l'on s'inscrit. On était heureux de t'accueillir et et on on espère espère que la situation va progresser là-bas comme comme ici. ici.